Vous est-il déjà arrivé que vos proches soient longuement hospitalisés ou encore longtemps alités pendant des jours à la maison? Cette période peut se transformer rapidement en un syndrome d'immobilité. Chers amis téléspectateurs, santé et bien-être de ce jour s'intéressent à cette expression. Qu'est-ce que cela veut dire, le syndrome d'immobilité? Alors, pour donner l'éclairage, la lumière sur cette expression, nous avons sur ce plateau de Lumen Christi TV le professeur Badonou Godonou Toussaint. Professeur, soyez les bienvenus. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous êtes professeur titulaire des universités du CAMES et un de vos multiples domaines de compétences, c'est les déficiences, incapacités et handicaps des appareils. Qu'est-ce que c'est? La déficience, c'est quand l'appareil, un organe, perd une partie de sa substance. Oui. C'est ça la déficience. C'est ça la déficience. L'incapacité, c'est la conséquence fonctionnelle. Oui, c'est-à-dire, si quelqu'un a une fracture, ça c'est une déficience. Mais avec la fracture, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Ça, c'est l'incapacité. Maintenant, le troisième temps, le handicap, c'est que tout ce qu'il peut faire dans la vie de tous les jours, c'est lui le père de la famille. C'est lui qui a amené l'argent à la maison. Tout cela, la responsabilité familiale, il ne peut plus assumer ça. C'est ça le handicap. C'est ça le handicap. Oui. Vous avez 38 ans donc de pratique médicale. Vous avez été directeur du programme de réadaptation du Bénin et vous êtes à la retraite depuis le 1er octobre 2024. C'est bien ça. Oui. Comment passez-vous ce temps de retraite au repos et toujours au travail parce que vous êtes sur cette émission? Ben oui, il faut aider aussi à la relève. Il faut continuer la formation à la relève. Continuer la formation de la relève, c'est très important et c'est ça, je me donne à ça à fond. Mais on a du temps pour soi-même. C'est ça qui est intéressant dans la retraite. On gère son temps comme on veut. Okay. On n'a plus le stress d'avant. On n'a plus le stress. Oui. Très bien. Professeur, nous revenons donc au sujet qui nous occupe en ce jour, le syndrome d'immobilité. Oui. Comment peut-on l'expliquer de façon plus simple pour nos auditeurs, Oui. le syndrome d'immobilité? D'accord. En termes simples. En termes simples. On l'appelle encore les complications du décubitus et de l'immobilité. Les complications du décubitus et de l'immobilité. L'immobilité, c'est quelqu'un qui a une réduction d'activité. Réduction d'activité. Et ce qu'il faisait, il n'arrive plus à faire. Je n'arrive plus à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est une réduction d'activité. Et maintenant, donc, ça c'est l'immobilité. L'autre partie de complication du décubitus. Décubitus maintenant, quand on est couché, on est en décubitus. Quand on est couché, on est en décubitus. On peut se coucher sur le dos, décubitus dorsal. De côté, décubitus latéral. Ou bien sur le ventre, on peut appeler décubitus ventral ou bien procubitus. Et donc, quand on est dans ces positions-là, ce qui arrive souvent aux personnes de troisième âge, eh bien, il y a des conséquences sur tous les appareils, pratiquement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir alors, de façon succincte, donc, du syndrome de l'immobilité? Syndrome de l'immobilité, c'est les conséquences d'une réduction d'activité ou d'un alitement. Conséquence, donc, de réduction de l'activité ou d'un alitement. Oui. Alors, quels sont les symptômes, donc, de ce mal? Les symptômes de ce mal. Symptômes, signes. Signes. Eh bien, si on parlait un peu des causes. Des causes. Des causes. Okay. Les causes d'abord. Okay. Et les causes d'abord, c'est des causes qu'on peut appeler des causes corporelles. Corporelles. Donc, quelqu'un qui a une fracture, il ne peut plus se déplacer. Donc, il est dans l'immobilité. Il est dans l'immobilité. Et Dieu sait que les personnes de troisième âge ont une fracture spécifique, ce qu'on appelle la fracture du col du fémur. Donc, le col du fémur est fragile, est fragile.
Pour les personnes du troisième âge. Donc, au moindre mouvement, à la petite glissade, elle tombe et puis le col est fracturé. Professeur, le troisième âge, c'est situé entre quel pays? Mais ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Le Bénin met ça, donc personne âgée, Bénin met ça à 60 ans. À 60 ans. Mais en France, c'est 76 ans. 76 ans. Donc, chaque pays définit ça comme il en veut. Et donc, voilà, ce patient il y a donc ces causes corporelles dont je parle, il y a les fractures, il y a le manque de vigilance. Le manque de vigilance, c'est-à-dire que la personne n'a plus toutes ses facultés pour faire chose là, pour se mouvoir. Donc, par exemple, dans le coma, s'il est dans le coma, c'est le manque de vigilance. Le manque de vigilance. S'il y a quelqu'un qui est dépressif ou bien anxieux, il a peur de bouger. Il a peur de bouger. Il a peur de, ou bien on lui interdit, ne sors pas parce que tu vas nous honner. Parce que tu as honné la famille, donc il vaut mieux rester à la maison. Cette personne est cloîtrée à la maison. Donc il y a plein de ces causes-là qui sont... Mais il y a aussi ce qu'on appelle les causes iatrogènes. Iatrogènes, c'est ce que le traitement produit. Le traitement qu'on donne à quelqu'un, c'est ce que ça produit. Les perfusions à n'en plus finir par nos collègues, nos infirmiers, tout ça là. Et bon, pour peu, on dit qu'ils doivent recevoir 5 séances de perfusion, des choses comme ça. Ça t'immobilise. On les immobilise pendant ce temps-là. Eh bien, ces personnes développent les conséquences de l'immobilité. Donc ça, c'est quelques-unes des causes. C'est quelques-unes des causes. Alors, donc, quand on a une hémiplégie, par exemple, aussi, ça finit. On ne peut plus se déplacer. On ne peut plus se déplacer. Parce que quand vous êtes immobile, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Et les conséquences viennent. Alors, quels sont alors, professeur, j'avais dit, je demandais les symptômes, mais vous avez dit, nous pouvons aller d'abord vers les causes. Vers les causes d'abord. Donc les symptômes, tous les appareils sont touchés. C'est-à-dire, je vais énumérer très rapidement pour que ça ne prenne pas du temps. L'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est touché. Est touché. Parce qu'il n'y a plus le mouvement de la cage thoracique qui fait passer l'air comme cela se doit. Et donc, le sujet n'arrive plus à respirer correctement. On parle de syndrome restrictif ou bien de syndrome obstructif. Donc, quand vous restez trop longtemps au lit, il y a la stase veineuse, il y a donc le flux de mouvement ne se passe plus comme ça dans votre poumon. Et c'est pourquoi vous disiez tantôt, une fois, que la marche était importante. Exactement. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle la maladie thromboembolique. Les veines s'obstruent en ce moment-là. Parce que comme vous ne bougez pas et les muscles ne se contractent pas, eh bien, donc, il y a stase veineuse. Donc, ces stases veineuses vont entraîner des obstructions des veines. Ça peut être des veines profondes et ça peut être des veines superficielles. Les veines profondes, ça va entraîner ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, donc la veine pulmonaire. L'embolie pulmonaire qui est mortelle, rapidement mortelle, quand on ne fait pas tout le diagnostic. On peut avoir les veines superficielles aussi qui peuvent s'obstruire. Il y a donc l'appareil cardiovasculaire. Vasculaire, c'est bien que je dis, mais le cœur même. À force de rester comme ça, le muscle cardiaque n'a plus la force parce qu'il y a des substances graisseuses qui vont s'infiltrer là-dedans et qui ne va plus devenir compétent comme au départ. Donc, ça fait le mouvement, mais ce n'est pas efficace pour chasser le sang vers les artères. Ça, c'est un. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les causes
les conséquences cutanées. La peau se nécrose. On parle d'escar. Escar. La peau se nécrose. Pendant ce temps, vous êtes couché pendant ce temps. La nécrose, ça commence par avoir une rougeur. Plus petit à petit, si on ne suit pas, cette rougeur va se transformer en petite lésion qui va en profondeur, qui peut aller toucher les muscles, les os et aller plus en profondeur. Ça, c'est... L'appareil urinaire est touché aussi. Même quand vous êtes en Londres. Oui, quand vous êtes, vous n'arrivez pas à uriner, il y a cet âge-là, il peut y avoir des calculs qui peuvent s'infiltrer là. Il peut y avoir des infections urinaires, il peut y avoir la rétention urinaire, votre urine ne sort plus. Ne sort plus. L'appareil digestif peut aussi être touché. Donc, vous n'arrivez plus à déféquer, à aller au sel. Il y a donc constipation et voilà. L'appareil, il y a les infections. Les infections qui viennent. L'appareil musculo-squelettique. Là. Donc, cet appareil-là, ça agit, donc le décubitus de l'immobilité va entraîner donc au niveau des articulations des limitations, parce qu'on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, eh bien, donc il y a limitation jusqu'à l'ankylose. Ça peut être bloqué totalement. Il y a aussi les muscles qui sont rétractés et enfin, les muscles qui diminuent de volume. Un muscle qui ne travaille pas s'affaiblit et diminue de volume. Le muscle diminue de volume. Le muscle ne travaille pas. On parle d'amyotrophie, ça diminue de volume, ça diminue de force. Voilà, donc, je vous dis donc tous ces organes-là sont touchés. Par l'immobilité. Par l'immobilité, par le décubitus. Et donc, quand vous avez un patient qui a fait une hémiplégie, par exemple, c'est plus ces complications-là, ces conséquences de l'immobilité qui vont le tuer que l'hémiplégie même. C'est les conséquences de l'immobilité. Oui. C'est la première cause de mortalité chez les patients alités. C'est la première cause de mortalité. Et donc, c'est sérieux chez les patients hospitaliers. Mais les patients à domicile, qu'on laisse, on le laisse comme ça, se gérer eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la possibilité de déplacement, tout. Donc, ces conséquences, ces personnes de troisième âge vivent ça réellement. J'ai cité quelques conséquences. Oui, c'est quelques conséquences dans cette émission de 26 minutes. Oui, vous avez cité quelques conséquences. C'est le souci aussi de cette émission de réveiller les consciences, de donner l'éclairage et de voir que nous devons faire encore plus. Et donc, nous continuons pour voir alors, est-ce qu'il y a des complications plus avancées quand on est on vit ce syndrome donc, de l'immobilité. De l'immobilité, oui, les conséquences les plus avancées, c'est l'exitus, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Conséquences plus avancées aussi, c'est le sujet, donc il ne peut plus, à moins de tentatives de se tenir debout, il tombe. On parle d'hypotension orthostatique. Il tombe. C'est la chute que nous craignons là. C'est là qui revient. Juste revient avec ses conséquences. Et là, il y a le risque quand vous n'êtes pas à ses côtés, s'il peut tomber et dans cet état, bien sûr. Se blesser ou bien faire encore une fracture. Une fracture. Et là, qui dit que ce n'est pas la tête qui va se fracturer cette fois-ci ou bien qui va se fracturer. D'où la nécessité de l'assistance. Il faut l'assistance, absolument. Il faut l'assistance. Vous savez, les pays européens ont essayé de résoudre ce problème-là. Oui. Et quand on parle d'assistance, il y a l'assistance humaine, l'assistance technique, l'assistance matérielle, l'assistance financière. Qui accompagne le patient. Le patient. Oui.
Reprenez pour nous l'assistance financière, l'assistance matérielle, l'assistance humaine oui. et l'assistance sociale. Sociale. Oui. Ah, et voilà. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Oui. Des personnes qui se sont investies pour l'État, qui ont donné le maximum d'eux à l'État, quand vous les voyez, comment ils sont méprisés à leur retraite au dernier moment, c'est triste. C'est triste. C'est difficile à supporter. C'est très triste. Encore que eux autres, ils ont peut-être les petits moyens que leur donne la prise en charge pour s'autogérer. Mais ceux qui n'ont pas travaillé et qui n'ont rien. Mais ça, et qui doivent se prendre en charge eux-mêmes. C'est la mort par la pauvreté. La mort par la pauvreté. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut une importante aide sociale. Chaque État doit prévoir ça, puisque nous sommes dans un pays pauvre. Nous sommes dans un pays pauvre. Oui. Et penser à ça. Il faut penser à ça. Professeur, nous allons voir comment prévenir alors donc ce syndrome donc de l'immobilité. Voilà. Comment faire? Oui. Étant dans un pays pauvre, nous connaissons donc nos parents, nous savons d'où nous venons. Oui. Et comment prévenir? Vous savez, notre société était anciennement basée sur la solidarité. Notre société était anciennement basée sur la solidarité. Sur la solidarité. Oui, la solidarité africaine, oui. Les Européens ont beaucoup apprécié ça. Ils ont aimé ça. Ils ont copié ça de nous aujourd'hui. Pendant que nous autres, nous laissons ça de côté, nous abandonnons nos parents. C'est cette solidarité-là que les Européens développent entre eux aussi pour aller de l'avant. Cette solidarité qui fait que si on a peu, on partage avec l'autre. C'est bien ça. Si le voisin, si mon parent a des problèmes, je reste à son côté. Il reste à son côté. Il assiste. On a plus l'individualisme qui a gagné le terrain. Si on ne revient pas à cette solidarité, mais on ne peut pas avancer. Nos parents de troisième âge vont mourir, ils vont mourir. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience que personne ne viendra d'ailleurs pour nous aider à faire ça. Et l'État n'a pas les moyens non plus pour pouvoir le faire. Donc il faut cette solidarité. Et puis ça permet de faire une prévention primaire. Donc, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu es resté couché de même côté seulement aujourd'hui? Je vais essayer de te retourner de ce côté. Donc, voilà. Et tout ce que j'ai prévu comme conséquence là, il y a des préventions pour chaque conséquence. Chaque conséquence, c'est le retentissement dont je parlais. Oui. Si je parle par exemple des troubles cutanés, les escarres, c'est la MPL, la médecine recommande qu'il faut pouvoir mobiliser ce patient-là. Qui est dans le lit. Il ne faut pas le laisser d'un côté pendant plus de 2 heures. Pas plus de 2 heures. S'il reste plus de 2 heures, il y a des risques de déclin de l'escalade, d'installation. Un patient qui est dans son lit, tous les 2 heures, on peut lui changer. Il faut lui changer de position. C'est tout simple ça. On n'a pas besoin d'appareil ni d'argent pour faire ça. Et dans nos pays, nous avons l'habitude d'être assistants, accompagnants. Donc nous sommes à côté, on doit jouer ce rôle-là pour éviter. Bien sûr. Le mobiliser, donc mobiliser un peu ses membres, tout ça là. Et puis, puisque l'escarre s'installe dans les points osseux qui sont en regard donc, du plan du lit. Très bien. La nuque, par exemple. La nuque. C'est osseux là. Il n'y a pas de choses là. Il n'y a pas de chair ici. Ça peut avoir des scars là. Oui, des scars ici. Les épaules là. Vous avez, quand vous palpez les épaules, vous avez un os là. Oui. Ça peut se faire ça.
Ça peut se faire sur le dos, Et sur les coudes là. Les coudes. Tout ça là, les escarres peuvent s'installer sur la fesse. Ça peut s'installer sur les talons. Et là, c'est difficile. C'est Tu ne peux même plus rester au lit. Mais c'est ça, c'est difficile. Parce que c'est une plaie. Exactement, exactement. Donc, mobiliser le patient, lui faire changer de position toutes les 2 heures, disons, la boisson. La boisson. L'eau. L'eau. Parce qu'un patient qui est déshydraté est un patient enclin à faire des escarres. Un patient déshydraté c'est un risque d'escarres. Donc il faut le faire boire. Il faut le faire boire. Des gorgées d'eau. Et oui, il doit prendre à peu près 1,5 litre à 2 litres par jour. Mais si on dit 1,5 litre à 2 litres par jour, si on ne pas se mettre sur champ à lui verser 1 litre d'eau dans la gorge en même temps, ça, on risque de les tuer. C'est petit à petit. Il faut répartir ça dans la journée. Dans la journée. Et être à côté de lui. Et de lui parler. Il va sentir qu'on s'occupe de lui. C'est fondamental. Une manifester de l'affection. Bien sûr. Une présence humaine. Présence humaine. Donc, c'est essentiellement ça. Quand je parle des constipations qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle fécalum, dans des selles dures qui vont s'installer. Et là, il faut des manœuvres pour pouvoir retirer ces selles dures-là. Si on lui donne fréquemment de l'eau, et puis on lui mobilise les jambes, tout ça là, ça stimule ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. C'est le broyage. Et puis le sujet va faire les selles de manière régulière et lui donner un peu de laxatif, tout ça là. Ça prévient ces choses-là aussi. Bien, donc je peux vous parler aussi de complications thromboemboliques. Thromboemboliques, c'est-à-dire les veines qui sont obstruées. C'est aussi des mobilisations qu'il faut faire à ces gens-là. Mobilisation. Et puis on leur donne ce qu'on appelle l'héparine à bas poids moléculaire. C'est des substances qu'on peut introduire sous la peau pour permettre au sang d'être un peu fluidifié. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il faut ça. Toute personne qui est alitée doit recevoir ce traitement-là. Ça empêche de venir présenter donc, des obstructions, des conséquences dont vous avez parlé. Bon, donc c'est essentiellement, c'est en fonction de ce que vous soupçonnez, c'est en fonction de ça qu'il faut agir. Il faut agir. Professeur, vous regardez dans ces caméras et vous allez dire en ce moment même aux téléspectateurs, aux parents et même à ceux-là qui sont aux côtés donc de nos personnes âgées malades, quelques points essentiels sur lesquels nous devons avoir l'attention pour nos personnes âgées malades ou une personne malade alitée depuis un moment au lit. Oui. Et je dois dire donc aux téléspectateurs qu'un patient alité ou bien un patient qui a une réduction de l'activité, ce patient est à risque. Il faut nécessairement donc prévenir ces complications dont nous avons parlé, qui sont redoutables et qui conduisent plus à la mort que la pathologie initiale. Et pour ce faire, il faut être à l'écoute. Mais il faut de petits mouvements, donc de petites mobilisations, les retournements dans le lit, de parler aux patients et essayer donc d'assumer une alimentation convenable. On dit qu'il faut à peu près 1500 calories. 1500 calories qu'on peut trouver dans tous les aliments à donner donc à ces patients. Et en s'occupant réellement de ces patients, de son parent de cette manière-là, le parent se sent plus proche de vous, il sera plus facile pour lui de communiquer avec vous et là,
s'il communique avec vous, vous avez gagné le pari de sauver votre barque. Merci beaucoup, professeur Godonu Toussaint. Vous êtes professeur titulaire de CAMES. Vous êtes aussi des spécialistes dans le domaine des déficiences, incapacités, handicaps de l'appareil en général, des appareils en général, nous pouvons dire. Vous avez été sur ce plateau de santé et bien-être pour nous aider à avoir un tout petit peu un éclairage sur donc, le syndrome de l'immobilité. Merci pour avoir prêté et donné ce temps et donner ces explications aux téléspectateurs. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Je retiens du professeur que nous devons encore retrouver notre solidarité et manifester de l'amour et de la présence pour nos personnes malades. Exactement. Merci pour avoir prêté une oreille attentive et à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci.